Boigny. Aujourd'hui, Georges Ségui s'entretient avec Marc Guillaume. 5e entretien. Georges Ségui, nous avons évoqué dans un précédent entretien l'importance de la durée du travail. Je voudrais enchaîner en généralisant cette réflexion. Que va devenir une société qui était largement fondée sur la valeur travail, sur la pratique du travail, sur non seulement le travail, mais sur ce qui y prépare, la formation. Et finalement, la formation de richesse était très largement issue d'une civilisation centrée depuis 2 siècles sur le travail. Et que va-t-il devenir, bien sûr, d'un syndicalisme qui avait finalement fondé sa base de revendication, sa base de transformation de la société sur ses valeurs travail. Le travail, la valeur du travail, je crois que c'est l'une des questions qui se trouve au centre des grands problèmes de civilisation auxquels nous sommes confrontés. Pour ce qui nous concerne, il me semble qu'un système économique et social où le travail cesse d'être un droit fondamental de l'homme pour devenir de plus en plus un privilège est une société anormale. Je dirais même une société tarée, fondamentalement. D'autant que dans ces sociétés-là, il n'y a pas un appauvrissement général qui les caractérise. Le volume des richesses produits ne régresse pas, mais augmente sans cesse. Et d'autant que les perspectives d'accroissement potentiel de la production, de la productivité, des biens de consommation liés au progrès technologique très pointu, d'avant-garde, sont fabuleuses. Alors, si le progrès scientifique a pour conséquence de priver l'homme de travail, c'est-à-dire du droit de vivre, de s'épanouir, d'être pleinement en harmonie avec la vie de l'être humain, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est anormal, anachronique. Sauf si on était en mesure d'inventer un système, une règle de distribution des revenus, parce que le travail pour le moment a 2 fonctions, celle que nous connaissons parce que toutes les machines ne peuvent pas tout faire, et celle aussi de servir de règle du jeu, de critères plus ou moins acceptés de distribution des revenus. Mais imaginons un instant que les machines produisent tout, que les hommes n'aient pas besoin de travailler, et que par ailleurs, par chance, on puisse s'entendre sur une règle de jeu de répartition de ces richesses. Ce serait le paradis sur Terre, au niveau matériel du moins. Nous ne sommes pas encore là, mais nous allons forcément évoluer vers une perspective de cette nature. Non pas l'élimination intégrale du travail, mais la maîtrise des moyens dont nous avons besoin, qui nécessitant de moins en moins de pénibilité d'un travail, de contraintes, d'aliénation a fortiori, pour que le cerveau remplace de plus en plus le travail manuel, quoiqu'il ne disparaîtra jamais, étant donné qu'on ne peut pas séparer le cerveau des mains, n'est-ce pas? Alors, donc la vraie question, c'est bien la répartition des fruits de la production. C'est la répartition des résultats de la production, des richesses produites par l'homme. Maintenant, nous sommes à la veille de fantastiques changements dans les technologies et dans les moyens de production qui bouleversent complètement. Déjà, les questions sociales empêchent le plein épanouissement de ces perspectives d'utilisation dans la production des technologies modernes. Il y a une contradiction qui est de plus en plus apparente. Mais tout cela, donc, nous place au carrefour de grands problèmes nouveaux. De la répartition des revenus, de bénéfices, la participation aux bénéfices de toutes les richesses produites par les hommes de manière équitable, et pas seulement de manière équitable à l'échelle de chaque pays, mais à l'échelle planétaire. On ne peut pas imaginer que les travailleurs des pays ex-coloniaux, que l'on appelle en voie de développement, qui sont d'ailleurs, dont les richesses naturelles sont durement exploitées par des grands groupes industriels des pays capitalistes, puissent continuer à vivre dans cet état, ou à produire des choses qui ne peuvent pas s'acheter. Il y a quelque chose qui est anormal, qui ne peut pas continuer longtemps sans qu'il y ait des craquements, des explosions, des fractures. Mais ceci dit, même dans nos propres pays, nous ne sommes plus aujourd'hui dans un contexte où le capitalisme se rend aux yeux du monde du travail pervers parce qu'il exploite trop exagérément le travail, le travailleur, la force de travail. Nous sommes dans un contexte où ce système non seulement continue à exploiter la force de travail, mais élimine du travail, exclut de la société
des quantités de plus en plus importantes d'individus. Les SDF, les privés d'emploi, les exclus, les travails précaires, que l'on rencontre parfois dans le métro. On ne peut pas libérer sa conscience en leur donnant 1 franc ou en leur achetant leur petit journal, parce qu'il faut bien savoir que ces gens qui paraissent résignés à la première circonstance où ils pourront faire exploser l'indignation qu'ils éprouvent, l'atteinte à la dignité dont ils sont victimes, les injustices insupportables qui les écrasent, la première occasion d'explosion sociale, ils risquent de se comporter comme ceux que l'on a vu sous prétexte des essais nucléaires récemment à Papeete. Alors donc là nous sommes en présence d'un vrai problème social par rapport auquel personne ne peut se dérober. Et ça, tout réside dans la réhabilitation du travail, la reconnaissance avec des mesures sociales et économiques appropriées, la reconnaissance du droit au travail pour tous les individus qui se confondent avec le droit à la vie. Sauf à supposer, je le répète, que vous trouviez, évidemment, vous allez me répondre que c'est à moi seulement de faire une proposition constructive, mais imaginons une société qui s'entende sur une règle de répartition des revenus. Il ne serait pas tout à fait absurde que des ménages ou des composants de ménages, l'homme ou la femme, se consacrent au XXIe siècle à des activités qui ne seraient pas liées au travail productif, du moins, étant entendu que la répartition des revenus serait telle qu'il n'y aurait pas de situation inégalitaire trop forte, de pauvreté, d'indignité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une société dans laquelle il ne serait pas indigne d'être, pendant une partie importante de sa vie, exempté de travail productif. Et il me semble que c'est 2 problèmes qui sont un peu différents. On ne peut peut-être pas s'acharner à ce que la base de production fondée sur le travail humain, qui bien sûr ne disparaîtra pas, tout à l'heure j'évoquais cette utopie, mais c'était un modèle de réflexion, mais on ne peut pas exclure qu'elle sera définitivement insuffisante et qu'il faudra donc trouver des rapports sociaux qui soient fondés sur le travail, mais aussi sur la formation, mais aussi sur la vie familiale, et qui effectivement protègent les individus, même ceux qui ne pourront pas, pour des raisons diverses, être insérés dans la base productive. Il faudra les protéger de l'extrême pauvreté, de l'extrême indignité que vous évoquiez à l'instant. Évidemment, pourquoi pas. Mais est-ce que ce n'est pas une révolution copernicienne pour les syndicats qui ont tout fondé, disons-le brutalement, sur une vision un peu simplifiée du marxisme, sur le léninisme? Je ne pense pas. Peut-être il y a eu des périodes où le mouvement syndical a été exclusif sur des problèmes de cette nature, qui sont des problèmes sociaux, qui se posent depuis quelque temps d'une manière un peu nouvelle. Et je crois que personne ne peut prétendre interdire ceux qui désirent continuer à vivre dignement et normalement, sans participer directement à la production, de pouvoir le faire. Alors il y a plein d'idées qui circulent à cet égard sur le travail à mi-temps, le salaire parental. Alors rien contre, à condition que ce ne soit pas des moyens, des mécanismes qui tendent à créer des discriminations supplémentaires entre les femmes et les hommes, entre les sexes, n'est-ce pas? Ceux qui ont droit à avoir un travail à plein temps et ceux qui n'ont droit qu'à un travail à demi-temps, ou ceux qui n'ont pas droit à travail du tout et qui ont une allocation pour rester à la maison. D'ailleurs, à cet égard, je pense que s'il y en a qui préfèrent ça, je ne vois pas pour quelle raison on fait une distinction entre les femmes et les hommes. Le père au foyer, pourquoi pas, si ça lui plaît, n'est-ce pas? Mais ça ne peut pas être l'avenir, ça ne peut être que des cas particuliers dans la société qui s'expriment pour des raisons particulières ou familiales, mais tout le monde doit le droit à la participation au travail, donc à la création des richesses, à travail égal, salaire égal, et à responsabilité égale dans la vie sociale et économique doit être reconnue à tous pour une société qui serait normalement équilibrée. Alors de ce point de vue, moi je n'ai rien contre des dispositions particulières si ça plaît à ceux qui le préfèrent, mais à condition que ça n'ampute pas le droit fondamental au travail de tous. Mais alors avec une réduction qui risque d'être sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Je ne pense pas que ça provoque une telle réduction, car dans la mesure où le travail serait réhabilité, où il redeviendrait, comme il a été à un moment de la vie de la société, le moyen d'affirmer sa personnalité, d'avoir sa dignité, de devenir un peu indépendant économiquement, tout le monde voudra y participer, tout le monde tiendra à partager, surtout si l'on résout le problème de l'enfance, c'est-à-dire les études, l'éducation des enfants, leur accession à tous les moyens de la connaissance, n'est-ce pas, qui ne constituent
pas pour les parents des contraintes limitatives du droit au travail. Alors tout cela, nous sommes en train de parler d'un idéal de société qui n'est pas encore pour demain ni pour après-demain, mais qui doit être quand même dans l'esprit des gens de plus en plus par rapport au fait qu'on ne peut pas continuer à imaginer que la société dans laquelle, le système dans lequel nous vivons, puisse perdurer encore longtemps. Oui, d'ailleurs, il y a un concept qui sert peut-être d'intermédiaire entre l'utopie du milieu du XXIe siècle, disons, et ce qui est aujourd'hui, c'est le concept de croissance durable. Oui. Quel est le contenu d'une croissance durable? Est-ce que c'est la formation, la santé, l'urbanisme, la culture? Est-ce que c'est l'ensemble de cela? Et qu'est-ce que cela implique, justement, comme transformation? Et quelle est, selon vous, la capacité des syndicats à appréhender cette nouvelle croissance durable, qui n'est pas une base industrielle, qui a plus de services, qui demande des positions un peu différentes du travail salarié, qui demande un mélange de bénévolat pour prendre des situations extrêmes, mais aussi de travaux d'intérêts locaux. Enfin, un ensemble presque impensable aujourd'hui d'activités dans lesquelles les vieilles distinctions syndicales, politiques sont quand même un peu inadaptées. Je pense qu'il faut s'adapter à de nouvelles contingences que nous n'avions pas prévues il y a 30 ans et qui nous interpellent aujourd'hui. Mais la croissance durable, pour moi, elle est inimaginable sans que l'on remette en cause fondamentalement la répartition des revenus. Alors donc, toute la question, et ça ne dépend pas que du mouvement syndical, qui peut y contribuer pour sa part dans une large mesure, mais ça dépend de tous les éléments de la société, tous les individus qui aspirent à jouer un rôle dans la société, que cette évolution de la conception fondamentale de la vie des gens sur la Terre puisse évoluer dans ce sens. Et quel est le rôle spécifique que les syndicats peuvent jouer dans cette orchestration de l'avenir? Est-ce qu'il y a un changement de style, de discours, d'image? Est-ce que c'est la posture du syndicaliste qui doit être changée? Est-ce qu'il doit être moins revendicatif à court terme, ou tout aussi revendicatif à court terme, mais être plus ouvert à la perception des nouvelles sensibilités, des mouvements sociaux? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer finalement dans la base syndicale et dans la posture syndicale? Tout d'abord, par rapport à cette question, et en réponse à ceux qui prétendent que le syndicalisme est en train de traverser une crise et subit un déclin irréversible, je pense qu'ils se trompent. Car, à mes yeux, à mon sens, le syndicalisme cessera d'exister à partir du jour où les travailleurs n'éprouveront plus le besoin de bénéficier du progrès social. C'est-à-dire à partir du moment où ils n'auront plus de revendications sociales, économiques, culturelles à exprimer. Mais ce n'est pas demain la veille. Donc ce serait le succès du syndicalisme. Non, je pense que même dans une société supérieure, les travailleurs auront toujours besoin, fort heureusement pour le progrès en général, auront besoin d'aller de l'avant, d'améliorer. C'est une conception hegelienne de l'histoire. Il faut toujours lutter. Si on ne lutte pas, c'est la fin de l'histoire. C'est le moteur du progrès, de l'évolution sociale. La volonté d'aller de l'avant, de progresser, d'être de plus en plus heureux, de répartir de plus en plus largement le bonheur. Donc sur ce plan philosophique, je dirais, il y a un grand avenir pour le syndicalisme. Mais il y a aujourd'hui les contextes dont nous avons parlé au cours de ces diverses conversations qui comportent des questions un peu nouvelles. Oui. Et puisque nous célébrons le centenaire de la CGT, je ne pense pas que nous puissions trouver dans l'expérience du passé la réponse à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Une aide, mais parfois un encombrement. Il peut y avoir des idées positives aussi, des erreurs qui ont été commises dans le passé et qui nous enseignent ce qu'il ne faut pas faire, ce dont il faut se garder. Oui. Mais il y a aussi, je crois, plein de choses nouvelles qui sont nées au cours des 2 dernières décennies, disons, ou qui sont devenues apparentes et de plus en plus évidentes au cours des 2 dernières décennies, et par rapport auxquelles le mouvement syndical, et je parle là alors plus directement pour la CGT, n'a pas su s'adapter, dont il n'a pas su tenir compte, qu'il n'a pas su suffisamment analyser, qui concernent des problèmes de caractère national, qui concernent aussi des problèmes de caractère européen, et qui concernent surtout des problèmes de caractère international, et qui ont changé complètement, et même inversé dans certains cas, des certitudes tenues longtemps pour irréversibles chez nous, et qui sont complètement changées, qui nous obligent à penser autrement dans beaucoup de domaines, à inventer de nouvelles... Qui donnent une dimension de structure religieuse. Voilà. Oui, à l'époque. Il y a une composante. À l'époque, il y a eu dans le mouvement ouvrier français, sûrement, pas seulement le syndicalisme du côté de ma famille politique, mais ailleurs, des conceptions très dogmatiques, semi-religieuses de l'avenir de l'humanité. Donc pour infirmer Malraux, le XXIe siècle syndical ne sera plus religieux.
Je ne pense pas. Enfin, au sens... L'avenir passe par une refondation sur ce plan. Oui, je pense. Selon vous. Mais ce n'est pas le 21e siècle, c'est déjà à la fin de ce 20e siècle à l'ordre du jour. Je pense que c'est à l'ordre du jour depuis déjà 2 décennies et que nous avons pris du retard. Et je me félicite de constater que nous sommes dans une période, dans ce centenaire de la CGT, à la veille de son 45e congrès, où toutes ces questions reviennent fortement en surface, font l'objet d'un débat très large, où beaucoup qui n'avaient rien dit pendant longtemps participent, expriment leur opinion, sans que personne s'en formalise, tout le monde trouvant ça tout à fait normal. Donc ce n'est pas un anniversaire mort, c'est pas une célébration un peu ennuyeuse. Je ne me fais pas l'illusion de croire que le 45e congrès va tout changer, va nous remettre au niveau souhaitable, idéal. Pourquoi vous ne le faites pas à Limoges, le 45e congrès? Le CGT est trop grande pour trouver une salle à Limoges qui convienne à sa dimension. Et puis il y a des problèmes financiers aussi, qui entrent en ligne de compte. Limoges a été pour tout vous dire confidentiellement. Donc, je veux dire par là que la CGT vraiment s'est emparée de ces questions et essaie de les traiter jusqu'au bout, jusqu'au fond, sans a priori, sans exclusive, en toute quiétude et sans tabou. Je crois, tout le monde en est convaincu, j'imagine, qu'il dépend beaucoup de la CGT que le mouvement syndical évolue dans cette direction nouvelle, dans une sorte de réadaptation, d'innovation de toute l'histoire syndicale et qui répondent vraiment aux besoins nouveaux et à venir du monde du travail. La CGT bouge parce que si elle bouge, le syndicalisme français bougera et pourra affronter la nouvelle donne. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il dépende de la seule CGT que cette évolution se produise. Il y a, de la part des autres organisations syndicales, aussi à réfléchir, à se passer. Je crois que beaucoup encore, dans les autres organisations syndicales, restent ancrés à des vieux schémas qui sont nés de la guerre froide entre nous, qui subsistent, qui ont sécrété des esprits de clocher, de chapelle, de dogmatisme, parfois même de sectarisme, d'intolérance, qui ne sont plus de mise aujourd'hui. Alors je ne dis pas du passé faisant table rase, mais je dis, avec le recul du temps, discutons en toute quiétude de ce qui s'est passé entre nous antérieurement, non pas avec la volonté de régler les comptes, mais avec la volonté de savoir comment on peut, malgré tout cela, penser davantage à l'avenir et à la cohésion du mouvement syndical qui dépend de nous tous, dans un esprit très unitaire, très ouvert, et qui tente à redonner au mouvement syndical sa vocation initiale première d'être le lieu de rassemblement de tous les travailleurs salariés, indistinctement de leurs différences d'opinion politique, philosophique ou religieuse. C'est ça l'avenir du syndicalisme. Et je pense que de ce point de vue, tout le monde doit beaucoup réfléchir, y compris d'ailleurs dans le domaine politique, où la propension à essayer d'avoir le maximum d'influence dans le mouvement syndical a existé à l'origine, a subsisté pendant toute la période que nous avons connue, persiste aujourd'hui, et il faut savoir non pas interdire aux partis politiques de lorgner un peu du côté des syndicats en vue de leur influence électorale, mais il faut savoir, au sein du mouvement syndical, se prémunir contre cette propension classique qui n'est pas extraordinaire dans notre pays, mais qui peut nuire à certains moments, dans certaines circonstances complexes, à la cohésion et à l'unité du mouvement syndical. Si je vous comprends bien, Georges Segui, il y a trois conditions à cette refondation. La première, c'est l'oubli, non pas du passé, de ses erreurs, parce que les erreurs sont formatrices, mais l'oubli d'un certain socle dogmatique et on tourne la page. Je dirais pas l'oubli, mais le dépassement. Le dépassement. Voilà. La deuxième chose, un dépassement qui quand même parfois est un renversement, parce que je reviens sur la question pendant longtemps, la CGT, mais aussi beaucoup de partis de gauche, ont pensé que la question de l'exploitation pouvait être résolue par les nationalisations, les collectivisations. Un certain nombre d'enseignements tirés de l'expérience soviétique permettent au moins d'en douter très largement. Oui, l'expérience soviétique mais aussi a cessé depuis longtemps d'être un modèle pour ceux qui s'en réclamaient à l'époque, donc on inscrit ça au compte des erreurs du passé. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est une unité, une autre forme d'unité. Une troisième condition, ce serait une ouverture active aux partenaires syndicaux européens, pour essayer concrètement d'harmoniser les choses et de discuter sur des bases historiques qui sont parfois différentes, qui étaient au départ assez éloignées. Est-ce qu'il n'y aurait pas alors, pour revenir à ce qu'on avait évoqué lors d'un précédent entretien, un changement de la posture du syndicaliste de base ou du responsable syndical, acceptant parfois des compromissions avec l'air du temps,
avec la personnalisation, mais aussi parfois peut-être avec l'individualisation. J'ai envie de vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappé, qui maintenant est tellement dépassée qu'on peut l'évoquer rapidement. Je crois en 1974, le président Giscard d'Estaing avait vaguement évoqué l'hypothèse de recevoir le secrétaire général du Parti communiste. Et puis un journaliste vous avait posé la même question à vous, puis vous avez dit oui, je suis d'accord. Le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, avait dit pas question. Et puis 2 jours après, vous-même, vous avez dit oh, mais moi non plus. Est-ce que finalement, les Français aujourd'hui ne préfèrent pas que, sur des bases de cohérence et de stratégie qu'ils comprennent très bien, eh bien chacun a le droit à la différence. Souvenez-vous de Fabius disant lui c'est lui, moi c'est moi. Oui. Est-ce qu'à l'époque Georges Séguy n'aurait pas gagné à dire lui c'est lui, moi c'est moi, si le président de la République veut me recevoir, j'y viendrai. Derrière cette anecdote, est-ce qu'il n'y a pas un changement du syndicalisme au niveau de la forme, et derrière la forme, est-ce qu'il n'y a pas un changement de... Je n'ai pas souvenance d'une circonstance où le président Giscard d'Estaing m'ait convié à converser avec lui, où j'ai refusé. C'était un subterfuge de journaliste, je crois. Je vais même vous rappeler une autre anecdote, c'est que la CGT, en 1958, a refusé de rencontrer De Gaulle avant qu'il soit président de la République, alors qu'il était président du Conseil, aujourd'hui on dirait Premier ministre, et que moi, quelques mois après, au mois d'août, 3 mois après, au mois d'août, au moment d'une grève des cheminots, j'étais responsable dirigeant de la Fédération des cheminots, il m'a proposé de le rencontrer, et je l'ai rencontré. Pour discuter de ça, j'en ai parlé, je peux en parler aussi de ce souvenir que j'ai avec lui, mais je pense que... Mais au-delà de l'anecdote, ne pensez-vous pas qu'il y a un changement de style je pense qu'il faut être réaliste. Quel que soit le jugement que nous portons sur cette société, sur ses composantes politiques, l'interlocuteur auquel nous avons à faire face pour résoudre les problèmes sociaux, pour essayer de faire avancer les questions, c'est d'un côté les pouvoirs publics, le gouvernement, et de l'autre côté le patronat. Donc, quelle que soit la couleur de ce gouvernement, et quelles que soient les orientations du patronat, c'est avec eux que nous devons discuter pour résoudre les problèmes sociaux. Le bonheur, c'est quand ils acceptent une discussion franche et loyale pour chercher vraiment, avec la volonté de chercher un compromis, et le malheur, c'est quand ils bouclent toutes les portes et qui nous empêchent de discuter et qui nous obligent à accumuler des rapports de force qui arrivent jusqu'à l'explosion pour faire sauter les verrous. À accumuler la poudre de mai 68. Oui, parce que la vocation du syndicat, c'est quand même de résoudre les problèmes par la voie de la négociation. Voilà. Le recours à la force, c'est l'ultime recours. Mais je faisais allusion plutôt au verrouillage parfois, oui, à tort ou à raison, qu'on reproche aux syndicats, pas seulement le vôtre, d'être quand même des forteresses dans lesquelles on ne voit pas toujours très clair. Les luttes de tendance... Ça fait partie des choses qu'il faut changer, je viens d'en parler, qu'il faut faire évoluer. Et peut-être être moins systématiquement contestataire envers et contre tout, et être plus force de proposition lorsque des perspectives nous semblent pouvoir faire apparaître des brèches par lesquelles on peut faire avancer le moindre petit progrès social qui est toujours le bienvenu dans le monde du travail. Mais je voudrais vous dire tout de même par rapport à ce que j'ai dit antérieurement que la perspective d'union qui est syndicale, dont j'ai parlé, de fusion du mouvement syndical français qui reste dans mon esprit, comme je l'ai dit, l'avenir du mouvement syndical, sera obligatoirement précédée par une autre forme d'union que j'appellerais unité d'action. Il est paradoxal que dans un pays comme le nôtre, il faille 5, 6 ou 7 organisations syndicales pour parler au nom du monde du travail, alors qu'une seule suffirait largement si le syndicalisme était vraiment bien équilibré. Eh bien, il est paradoxal, inimaginable et insupportable que les 3 principaux dirigeants des 3 principales centrales syndicales, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, ne se causent pas, ne se fréquentent pas, ne se parlent pas entre responsables, entre hommes ou femmes, puisque l'un d'entre eux est une femme. Alors donc, je crois qu'il y aura nécessairement une phase d'unité d'action, telle que celle que j'ai connue, moi, à mon époque, avec la CFDT, la Fédération d'éducation nationale, Jeanne Descamps et d'autres, et qui a fait progresser quand même un certain nombre de choses. Quand il y a suffisamment de points de convergence revendicative sur les questions de pouvoir d'achat de salaire, de défense des droits acquis, sécurité sociale, retraite, conditions de travail, réduction du travail, pour trouver une base d'entente et d'objectifs revendicatifs communs justifiant la concertation, la coopération et l'action commune. L'action commune, je ne dis pas la grève générale, mais la démarche commune auprès des autorités publiques et patronales pour ouvrir une négociation vraiment réelle, disons un Grenelle sans grève. Et aussi pour ouvrir un chantier de pensée, puisque les problèmes, vous l'avez reconnu, sont difficiles. On a peut-être intérêt à retrouver des points de vue divers pour chercher ensemble des solutions innovantes. Cherchons comment le mouvement syndical pourrait être sollicité à participer à la réflexion générale pour la recherche d'un équilibre économique, social, progressiste,
dans notre pays, à l'échelle européenne et à l'échelle universelle internationale. C'est la plus grande aspiration que puisse avoir un syndicaliste conséquent de nos jours. Nous n'en sommes pas encore là, mais la vie est tellement forte qu'elle imposera des évolutions de ce type. À voix nue, Georges Ségui s'entretenait avec Marc Guillaume. Réalisation Nicole Salerne.